Écoute, Gaétan, il y a des cliniques qui ont envoyé des lettres à des citoyens en leur disant, en leur faisant peur, là, à cause du ministre Dubé et son projet de loi, vous risquez de perdre votre médecin de famille, etc. J'ai un ami qui me dit, il y a quelques minutes, qui me dit, moi, je commence à détester les médecins. Écoute, c'est vraiment pas très bon pour leur image, là, cette stratégie-là, mettons. Ouais, le problème, c'est que les deux parties ont raison. Je t'explique pourquoi. Quand le ministre de la Santé dit qu'il n'y a personne qui va perdre son médecin le jour où la loi est adoptée, il a raison. En ce sens que celui ou celle qui a un médecin de famille le jour de l'adoption du projet de loi et de sa date de mise en application va garder son médecin. Par contre, le projet de loi met en place un principe, c'est un principe pour le moment, faisant en sorte que si tu changes de région administrative, tu perds ton médecin. Le principe qui est dans la loi, c'est que tu dois avoir un médecin sur ton territoire. D'ailleurs, ils appellent ça une direction territoriale de médecine générale. Alors ça peut vouloir dire, c'est pas encore définitif, la loi n'est pas adoptée, que si tu habites à Longueuil et que tu déménages à Blainville, techniquement, là, je te dis pas que ça va arriver, mais au sens du principe de la loi, il faut que tu changes de médecin. Alors, il y a un flou artistique qui est utilisé par les deux parties. C'est juste que les deux parties ne disent pas les deux côtés de la même médaille. Emmanuel, il y a des gens qui disent que Exactement. les médecins, on va obliger les médecins à s'intéresser d'abord aux cas lourds, puis à prendre moins de temps pour les cas moins lourds. Puis c'est ça, on joue sur la peur des gens, là. Ouais, mais tu sais, sur l'idée, là, le flou artistique, les gens qui vont déménager, etc., c'est vrai qu'il y a un trou dans la loi là-dessus, puis qu'il y a des inquiétudes légitimes là-dessus. OK? Tout à fait. Mais qu'on en discute de manière intelligente et légitime. Qu'est-ce qui aurait empêché les médecins de dire nous sommes inquiets qu'à la lumière de ça, nos patients qui déménagent vont être obligés de perdre leur médecin. On demande que vous amendiez la loi pour que les gens qui ont déjà un médecin de famille, qui a une clause grand-père. Je veux dire, c'est pas compliqué là, de régler ça. Là. Le Hmm. problème, c'est qu'on passe d'un débat sur un mécanisme pour changer le mode de rémunération des médecins et qu'on se sert de ça, les médecins, pour pas avoir le débat sur la prise en charge. OK? On se sert de ça pour faire le procès des ressources de la première ligne. Je veux dire, à un moment donné, tu peux pas. Puis le défi auquel le gouvernement est confronté, c'est que c'est vrai que tout est dans tout. Tu sais, je vais te donner un exemple. Hmm. Tu peux pas prendre une clinique, demander à un médecin de famille dans une clinique de prendre en charge plus de patients s'il n'y a pas plus de physiothérapeutes dans sa clinique, s'il n'y a pas plus d'infirmières praticiennes dans son GMF, s'il n'y a pas plus de psychologues dans son GMF. On s'entend, un physiothérapeute pour 14 000 patients, là, personne qui s'imagine que tu as un accès avec ça. Donc, c'est vrai qu'il faut que, si on veut obliger la prise en charge, il faut augmenter les ressources dans le réseau public, dans ces GMF-là. J'en suis et c'est important d'y arriver. Ça fait partie de la négociation, du reste, etc. Mais viens pas me dire que c'est impossible de revoir la façon dont on paye les médecins, que de les payer à l'acte, c'est la meilleure invention depuis le pain tranché. Toutes les études démontrent le contraire. Les études démontrent qu'il faut trouver un mécanisme hybride avec davantage de prise en charge qui tient compte de la capitation, une prise en charge globale. À un moment donné, c'est à ça que s'opposent les médecins. Pourquoi? Parce que les médecins, en ce moment, ils font. L'idée, c'est pas de dire qu'ils sont paresseux, là. On s'entend, là. Je veux dire, c'est ridicule, ça. Mais ils font ce qu'ils veulent. Fait que Hmm. t'as envie de faire 2 jours de clinique, tu fais 2 jours de clinique, t'as Hmm. envie d'aller faire des tapis dans un centre de cardiologie, tu fais une journée de tapis dans le centre de cardiologie, t'as envie de faire une garde ici. Ils sont comme des agents libres. Et c'est ce qui leur permet de définir entièrement leurs conditions de travail. L'envers de ça, cependant, c'est que leur qualité de vie et leur qualité de choix professionnel est déconnectée des besoins réels. Alors, tout le monde a un peu tort, tout le monde a un peu raison là-dedans. Là. Puis moi, je pense que ce qui rend le débat absolument malsain, c'est que le gouvernement Legault a passé les 6 dernières années à casser du sucre sur le dos des médecins,
à passer les 6 dernières années à faire passer les omnis pour des paresseux, des pas bons. Puis dès qu'on rentre dans les détails, on fait finalement passer les médecins pour du monde dont la priorité dans la vie, c'est de passer au cash. Puis là, ben après ça, tu te demandes pourquoi les médecins sont collés au plafond puis qui font preuve leur fédération médicale, plutôt, font preuve de mauvaise foi. Je veux dire, on a les adversaires qu'on mérite dans ce débat-là. Là. Tout le monde a tort. Gaëtan, les médecins sont des travailleurs autonomes. Est-ce qu'on ne devrait pas essayer d'en faire des employés de l'État en bonne et due forme, un peu comme les professeurs le sont? Les professeurs n'ont pas cette marge de manœuvre de décider quand ils vont travailler, puis où, puis tout ça. Ben, très bien. Alors, si tu veux avoir des médecins syndiqués au sens CSN du terme, avec une description de tâches, des grèves pour la description de tâches qui va vers le bas, un contrôle des horaires, du temps supplémentaire, un fonds de pension, des congés pédagogiques, bref, toutes les choses qui sont l'antithèse d'un certain niveau de productivité, ben vas-y, il n'y a pas de problème. Écoute, c'est juste qu'à un moment donné, Richard, là, il y a bien des gens qui chroniquent sur la rémunération des médecins, beaucoup de gens qui commentent sur la rémunération des médecins, et on fait le procès de la rémunération à l'acte versus la capitation versus une forme de rémunération mixte qui inclut la capitation. Je vais juste résumer ça ainsi, là, Richard. Le mode de rémunération à l'acte, là, sa caractéristique fondamentale, c'est que ça a jusqu'à récemment mené à un intérêt de production. Tellement l'intérêt qu'il y a des gens qui produisent de façon abusive en ciblant certaines pratiques, en allant chercher dans le livre de code ce qui paye le plus et ainsi de suite. Tous les modes de rémunération pour empêcher leurs abus ont besoin d'avoir des contraintes. Par exemple, à l'acte, on va dire, ben, tel acte qui est très payant, là, tu peux pas le cibler, on va te limiter à 1 à 2 par jour, par exemple. On va mettre plein de contraintes comme ça pour empêcher les abus du côté de la production. Parce que le problème de l'acte, c'est qu'il y en a qui veulent en faire trop en faisant pas nécessairement les bonnes affaires. Si tu prends l'autre extrême, parce que c'est vraiment l'autre extrême, la capitation. La capitation, c'est quoi? C'est qu'on te donne un montant forfaitaire par patient inscrit. Mais si toi, là, t'es médecin, là, et tu inscris seulement des patients rouges pour les fameuses pastilles de couleur, ben, tu peux monter une clientèle qui va te donner 180 000 $ par année à juste inscrire. T'as pas vu un patient. T'as été dans ton bureau, mais t'as rien fait. 0, 0, 0. Ça, c'est la capitation pure. C'est l'équivalent d'un salariat sans description de tâches. Ce qui fait que ce mode de rémunération-là, dit à la capitation, doit être accompagné de contraintes qui sont le contraire de l'autre. Dans le mode de rémunération à l'acte, il faut limiter les excès, mais dans le mode de rémunération mixte qui inclut la capitation, il faut pousser, mettre des contraintes pour avoir un minimum de production. C'est ça l'affaire. Et on dit au docteur, ben là, vous allez orienter votre pratique sur la qualité de la pratique. Aucun problème avec ça. Et c'est vrai qu'en termes de qualité, la rémunération dite mixte, qui inclut la capitation, est meilleure. Mais aujourd'hui, là, à la FMOQ, on en a contre les objectifs. Tu ne peux pas avoir de mode de rémunération qui inclut la capitation sans objectif. C'est impossible. Et moi, je l'ai connu, moi, dans la fédération que je dirigeais, il y a des gens qui étaient dans un mode qu'on appelle mixte, et il y en a qui se satisfaisaient du forfait quotidien. Ils arrivaient dans le bureau, ils mettaient le manteau sur la patère et ils faisaient aucun acte. Et ils se satisfaisaient de ça. Emmanuel, là, tous les gens à l'Assemblée nationale ont dénoncé le fait que des cliniques là, envoient des lettres aux citoyens puis leur faire peur et tout ça. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Moi, je suis absolument d'accord. C'est un chantage odieux à 2 niveaux. De un, si notre médecin a notre courriel, notre numéro de téléphone et tout le reste, c'est pour des échanges qui ont attrait aux soins qu'on me donne. Oui. Me transférer une prescription, me transférer les résultats de tests, etc. Ce n'est absolument pas pour profiter de cet accès médical à mes données
pour m'embarquer dans une croisade de relations publiques. Je veux dire, il y a un principe là, de violation des données privées des patients qui vient avec ça, qui est absolument odieux, de un. Et de deux, le chantage, on dit, oui, mais c'est pour informer les patients. OK, imagine la conversation qu'on aurait eue si, en décembre 2023, les syndicats d'enseignants s'étaient mis à parler des négociations et de la nature des négociations avec les élèves ou à envoyer des lettres aux parents dans les cahiers de devoirs le soir. Oui. Non, mais juste, arrête-toi 2 secondes. Ça aurait été quoi la réaction générale? Ben, c'est la même chose que les médecins font en ce moment. C'est la raison pour laquelle le Collège des médecins vient d'appeler les cliniques à cesser de faire ça. Et non seulement ça, vient de saisir son syndic pour enquêter sur la pratique. Mais dans la catégorie des choses odieuses, est-ce qu'il est raisonnable d'aller sur la place publique pour un gouvernement et un ministre de la Santé et d'arriver avec un projet de loi qui les menace de sanctions s'ils n'atteignent pas des objectifs, alors que pour atteindre des objectifs, Emmanuel l'a bien dit tantôt, il faut avoir accès à des ressources lesquelles sont fournies par le gouvernement. Alors, quand tu arrives avec un projet de loi et que tu menaces de mettre à l'amende, parce que c'est ça la réalité, des gens qui n'atteignent pas des objectifs alors que tu ne leur fournis pas les outils que tu devrais leur fournir pour exceller, ben là, à un moment donné, là, les deux parties, c'est ça qui est le problème dans ce dossier-là, les deux parties font des énormités. Et du côté des médecins, écoute, la FMOQ qui a le discours le pire là, qu'ils ont jamais eu, eux autres, c'est des vierges offensées dans tous les aspects. Ils sont intouchables, incritiquables, de leur dire que peut-être qu'il y a 5% de leurs membres qui pourraient en faire un peu plus. Non, c'est non, 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 non. Et là, on amène à la caméra, évidemment, toujours des gens là qui travaillent fort et qui sont des modèles. Ils sont tellement des modèles que si tous leurs membres le faisaient, écoute, là, il y aurait plus d'attente nulle part, là, c'est sûr, sûr, sûr. Alors, le problème de cette affaire-là, là, c'est plate, là, mais c'est parce que c'est à 99% politique et 1% pas plus dans l'intérêt des patients. Ça. Merci beaucoup à vous deux. À demain. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.